Mais après les 2 ans de confinement que nous avons vécu, on avait voulu effectivement marquer le coup. Et donc voilà, les 4 dîners se terminent aujourd'hui en belle compagnie, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Ariane Payen. Bonjour. Voilà. On voit que le fan club est présent, c'est bien. Et puis Ariane Payen qui est un peu chez elle ici, à la Maison de la Francité, puisque on va en parler, mais tu animes ici depuis quelques années, depuis plusieurs années, des ateliers de création littéraire, d'écriture, dans différents domaines, sous différentes formes, et on y reviendra peut-être au moment de parler de ton parcours. Mais parallèlement à tes activités dans le milieu de la littérature, on va évidemment évoquer, s'attarder sur ce long roman qui est plus peut-être même une épopée historique, enfin on reviendra, teinté d'ésotérisme, tout ça se passant en Afrique, mais on va revenir là-dessus. Publié donc en 2 tomes, le premier, L'âme africaine, donc le titre générique étant Sitatunga, et le tome 2, L'âme en feu, ce qui fait quand même 700 pages à peu près. Et donc, on est là dans une forme longue, et on y reviendra d'écriture. Et donc, tout récent, puisque publié l'année passée, chez un tout jeune éditeur, que j'ai découvert avec plaisir grâce à toi et grâce à ce livre, les éditions du Lion zélé de Waterloo. Je pense que... Yasmina est là. Voilà. Bonsoir. Voilà, et donc ce sera l'occasion, c'est aussi l'occasion de découvrir de jeunes éditeurs, des éditeurs peut-être moins connus. C'est en tout cas aussi la démarche de ces dîners littéraires bruxellois. Alors, peut-être pour démarrer la discussion, et avant de plonger dans ce roman fleuve, hein, peut-être revenir sur ton parcours. Alors, tu as longtemps travaillé dans le milieu du dessin animé, Oui. De la production, enfin en tout cas dans toutes les parties du dessin animé, de l'idée au scénario, en passant par la production et la post-production. Comment es-tu arrivé à ça? Par quel biais? Ok. En fait, je voulais être productrice. Quand j'étais petite, mon rêve, c'était quand je serai grande, je serai productrice. Et donc, je suis devenue productrice, effectivement, de dessins animés. Et ça a été... voilà, j'ai fait Sciences Éco, Commu, et puis j'ai envoyé... à l'époque, on faisait des lettres à la main pour postuler des candidatures spontanées dans toutes les boîtes de prod de Belgique. Je travaillais à Anvers, et puis à Bruxelles chez Cartoon, et puis à Liège. Et puis au Luxembourg. Et puis à un moment, il y a toujours des parcours de vie qui font qu'il y a des accidents de vie ou des accidents de parcours. Et à un moment, il fallait changer de métier, en fait. Et là, je me suis reposée en disant, il y a quoi qui te plaît d'autre que la production? Et la réponse est venue très très vite, c'est l'écriture. Et donc à partir de là, j'ai écrit des scénarios de dessins animés. Et puis j'ai écrit un roman jeunesse, SFX. Et puis j'ai commencé à suivre des formations. Enfin, j'ai suivi d'abord des ateliers d'écriture, et puis j'ai suivi des formations à l'atelier d'écriture. Et pour finir, c'est vraiment ça qui est mon cœur de métier aujourd'hui. Et ça fait 13 ans déjà que j'anime des ateliers d'écriture. Voilà. Mais est-ce que l'écriture est déjà présente dans l'enfance ou très tôt chez toi ou Moi, ma vie d'enfant, c'est La petite maison dans la prairie. Donc, mon idole, c'est Laura Ingalls. Et voilà, et tous les tomes. Et je les ai, j'ai encore les tomes que j'ai reçus, que j'ai lus à 10 ans. Et j'ai ça quelque part dans ma bibliothèque. Et c'est elle, mon idole, oui, c'est Laura Ingalls. Alors oui, mais tu parles effectivement de romans pour la jeunesse, SFX, publié aux éditions Haverboot. Alors, évidemment, du dessin animé à l'écriture pour enfants, pour jeunesse, ou l'écriture de jeunesse, est-ce que c'était un passage obligé ou bien c'est quelque chose que tu as pu peut-être mettre en place, travailler par le biais justement des ateliers d'écriture que tu as suivis? Celui-là, c'était une opportunité. Comme je quittais le monde de la production,
Et là, du coup, forcément, tout mon réseau était là-dedans. Et là, il y avait une opportunité de... Voilà, il me manque un bouquin dans ma collection. Tu n'auras pas de passe-droit. Tu passeras comme tout le monde dans le comité de lecture, devant le comité de lecture. Mais si tu veux écrire un dessin animé, un livre sur le dessin animé, welcome, on n'a pas encore de bouquin sur les métiers, en fait, les métiers de l'audiovisuel. Et donc, je suis passée devant le comité de lecture et alléluia, j'ai fait un best-seller, j'ai vendu 800 exemplaires de SFX, ce qui représente un best-seller en Belgique pour la jeunesse. Et ce qui rapporte à peu près 354 €. Voilà. Bon, mais là, on sent la production, le travail sur la production et la post-production. Mais il y a 2 autres livres qui ont été publiés aussi, donc Des vies sans procuration et Sacré chewing-gum, qui s'adressent aussi à un lectorat d'ado, quoi. Sacré chewing-gum, plutôt lectorat ado, oui. C'est la poubelle, en fait, d'une famille nombreuse qui raconte l'histoire de cette famille et qui donne les noms de chewing-gum à tous les personnages. Donc, le papa s'appelle Stimorol, la maman s'appelle Fridan, l'ado aîné s'appelle Hollywood, et voilà, et on avance comme ça. Par contre, Des vies sans procuration, c'est plutôt la crise de la quarantaine, côté féminin. Puisque c'est Nana qui s'embarque pour Marseille pour fêter les 60 ans de Jean-Jacques Goldman, en espérant que le cher homme qui n'a plus fait de concert depuis très longtemps va en faire un pour ses 60 ans, et elles sont pleines d'espoir de le rencontrer, et donc on a vraiment tous ces destins croisés de ces 8 femmes qui se connaissaient à différents moments de leur vie et qui se retrouvent là un peu en road movie. Ça finit mieux que Thelma et Louise, mais c'est... là. Donc là on n'est pas dans de la littérature ado, là, on est plus féminine, quoi. Alors, tu parlais aussi de la formation d'animateur d'ateliers d'écriture que tu as suivi avec des gens qu'on connaît, Réjeanne Penny et Eva Cavian. Est-ce que la formation t'a également donné des idées d'écriture personnelle à ce moment-là, ou bien tu étais là vraiment dans le rôle de l'animateur, quoi? Les formations à l'animation d'atelier, ça c'était... J'ai d'abord fait la formule Eva et puis la formule Calam, donnée à l'époque par Réjeanne. Donc là, c'était vraiment avec l'objectif d'animer des ateliers d'écriture. Alors les autres ateliers d'écriture, ça c'était pour déployer ma propre écriture, mais ça c'était... Enfin, c'est 2 choses différentes de mon point de vue. Mais bon, Eva Cavian et Réjeanne Penny sont aussi autrices. Et donc, il y a eu sans doute aussi des échanges. Est-ce que ces échanges-là ont pu, je veux dire, peut-être générer aussi des idées d'écriture, des idées de romans Je pense que le fait d'être en atelier et de répondre aux consignes d'écriture qui sont proposées par un animateur ou une animatrice, forcément donne des idées. D'ailleurs, Sacré chewing-gum, mais ça c'est des vieux réflexes de productrice. Quand j'ai écrit Sacré chewing-gum, j'ai relu absolument tous les textes que j'avais écrits en atelier d'écriture, et je me suis dit, réut. Donc c'est réutilisation, ça c'est le grand fantasme des producteurs de dessins animés, c'est de se dire, il y a un épisode, il ne va rien coûter, parce qu'on va récupérer tous des morceaux d'animation, etc. Donc ça n'existe pas, tous les épisodes coûtent le même prix, parce que c'est un fantasme absolu, mais j'ai quand même été au bout de l'idée, puisque j'ai relu tous les textes, et que tout ce que je pouvais mettre dans la bouche d'un personnage, voilà, j'ai utilisé à ce moment-là. Alors, tu as parlé aussi, donc, effectivement, des ateliers que tu animes, maintenant ici, notamment à la Maison de la Francité, mais sous la houlette de l'ASBL, le choc des mots. Hein, on va y revenir, et dans ce cadre-là, j'ai découvert, et tu viens de m'en parler, ce livre publié un peu avant le confinement, Le tarot de l'écrivain, en collaboration avec Zoé Willem. Alors, donc là, ici, c'est une méthode. Oui. Comment est-ce qu'on qualifie
Bon, moi, je l'appelle pompeusement un outil pédagogique. Outil pédagogique, voilà. Ah oui, ça c'est vrai. Outil pédagogique, donc avec des déclencheurs d'écriture qui sont basés sur le tarot. Hein, et donc, vous avez des livres disponibles aussi pour ceux qui veulent se lancer dès ce soir dans l'écriture d'un roman ou d'une nouvelle, puisque le livre est accompagné d'une petite pochette, très bien faite d'ailleurs, et dans laquelle on retrouve en fait les lames, 78 lames, c'est ça ? 78 cartes, et donc voilà. On a effectivement 22 lames majeures. Et donc là, comment tu as travaillé pour ce livre ? Est-ce que c'est un petit peu l'ensemble de tes expériences d'animateur que tu as rassemblé ici ? Ou comment est partie cette idée du tarot de l'écrivain ? En fait, il y a un moment donné où le tarot m'a titillé, le tarot dans l'absolu. Et là, j'ai suivi une petite formation et j'ai découvert ce qu'était le tarot. Et je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment quelque chose à faire. Et j'avais en tête ce tarot de l'écrivain. Du coup, j'ai donné un atelier d'écriture roman. D'ailleurs, il y en a qui l'ont suivi cette année-là. J'en ai plusieurs, oui, j'en ai au moins 2 dans la salle. Où chacun pouvait venir avec son propre tarot, qui collait, dont l'iconographie collait avec son projet d'écriture en laboroman, et où j'ai vraiment imaginé les consignes avec cet outil, puisque les 22 lames majeures sont vraiment... On peut suivre la quête, c'est l'histoire du fou qui s'embarque et puis qui parcourt tous les obstacles et puis qui, à la fin, atteint son objectif. Donc il y avait vraiment moyen de suivre tout ça. Et donc ça, c'était mon test, mon année test. Et j'ai eu la chance de donner cet atelier-là à 4 endroits différents cette année-là. Du coup, j'avais vraiment un beau panel Et il se fait que ma fille, Zoé Willem, était en illustration à Saint-Luc, à Liège. Voilà. Et quand elle est rentrée en 2e année, elle devait proposer un projet. Je lui ai dit, oh, tu ne proposerais pas de faire un tarot ? Alors elle m'a dit, bon, pourquoi pas. Elle devait présenter 3 projets en début d'année, ce qu'elle a fait. Et puis, celui-là, il n'emballait aucun de ses professeurs. Contre toute attente, elle s'est acharnée. Elle a dit, si, ça vaut la peine. Et puis, elle a fait passer le projet et elle a travaillé en linogravure, en fait. Chacune des cartes en format A5. Et puis, quand il y en avait 22, je dis, mais tu sais, un tarot, c'est pas 22 cartes, en fait, c'est 78. Est-ce que tu serais d'accord de faire toutes les autres ? Alors, voilà, on a un peu négocié, mais elle a accepté. Donc... Et donc, ça, c'est une méthode que tu utilises régulièrement ou on peut l'utiliser seul ? On peut l'utiliser seul, puisque... il faut juste avoir la patience de lire les 3-4 pages d'introduction pour comprendre vraiment toute la logique. Mais il y a 3 sortes de cartes, donc quand on connaît le tarot, évidemment, c'est plus... Plus parlant, quoi. Plus parlant, exactement. Donc avec les lames majeures, il y a possibilité d'écrire tout un roman, il y a des consignes pour écrire tout un roman. Avec les figures, donc ça c'est vraiment l'idée c'est comme dans les jeux de cartes, roi, dame, valet, on ajoute un petit chevalier et on en a 4. Là on peut écrire des nouvelles en fait, ou créer des personnages. Et puis avec les cartes chiffres, là alors on passe sur 4 axes qui sont super importants pour moi, qui sont la structure. Et là, je travaille avec les cahiers, puisque j'ai fait l'iconographie de l'écrivain. Donc, ceux qui connaissent le tarot, c'est les deniers, normalement. Donc là, ça devient des cahiers. Les crayons deviennent... les crayons, c'était les bâtons. Les épées, c'est les stylos. Et les encriers sont les coupes, en fait. Et alors, on travaille les personnages avec les émotions, la structure, l'intrigue et le style. Voilà. Oui. Et vous voyez ce que ça donne, 700 pages. Donc ça marche. Il y a des témoins, oui, ça marche. Alors ça fonctionne parce que donc effectivement, on va parler de ce livre, Sitatunga, 2 volumes, roman évidemment, je le disais aussi en introduction, de plus grande ampleur pour toi, puisqu'on est ici dans une sorte, c'est un genre un peu hybride, j'ai envie de dire, entre une sorte d'épopée historique et puis aussi une sorte de conte
teinté d'animisme, d'ésotérisme, tout ça se passant dans l'Afrique et plus particulièrement au Congo, mais le Congo d'avant la colonisation. Alors là, la première question, effectivement, qui est assez, me semble-t-il, intéressante d'aborder, c'est que, et on en a touché un petit mot juste avant la rencontre, c'est vrai que, en tout cas dans le premier volume, puisque le premier volume est cette Afrique, mais un peu magique, fantasmée aussi, hein, que tu dépeins, tu me disais aussi que là, pour la documentation, par exemple, c'était assez compliqué. Comment as-tu fait pour te documenter? Parce qu'il y a des choses qui sont assez précises. Ben, ça n'a pas été simple, même si je pense que quasi tout le monde ici dans la salle a connu les élocutions où on allait dans des encyclopédies chercher des informations et pas où on tapait sur Google les choses. Bon, ben, maintenant on tape sur Google, mais quand on tape sur Google Kasaï oriental 1868, ben oui, ok, on a un peu d'histoire, mais c'est pas évident. Donc ce qui m'a été hyper précieux, c'est le livre Congo. Oui, voilà, hein, de lui, la grosse brique. Oui, c'est. Merci. Van Rebo. Voilà. Oui, exactement. Donc là, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu les 250 premières pages, et là, ça a été assez phénoménal, parce que là, justement, il y avait cette idée de. Et puis c'est un historien, c'est quelqu'un d'hyper documenté. Donc ça a été ma première vraie source. Et l'autre chose, ça a été de prendre le chamanisme. Donc l'histoire du chamanisme, parce que j'ai réalisé qu'en fait, d'où qu'on soit dans le monde, le chamanisme, c'est ce qui prend la même forme, et c'est vraiment la religion d'avant toutes les religions. Enfin, voilà. Et du coup, là aussi, j'ai pu me baser sur ces deux choses-là. Et puis, je suis partie un petit peu avec des lectures. Mais nous, on est dans une tradition écrite, mais eux sont dans une tradition orale. Donc, évidemment, il n'y avait pas des enregistreurs ou je sais quoi pour enregistrer les contes à ce moment-là. Donc ça a été un travail de fourmi en fait. J'ai eu mes bases, j'ai pu démarrer, et puis après quand j'ai fait des recherches plus pointues, presque par accident, j'ai pu recouper des sources où j'ai pu retrouver des détails ou des informations sur d'autres choses que je n'avais pas trouvées parce que j'avais pas pris la bonne porte d'entrée à ce moment-là. Parce que comme c'est une grosse brique, ça m'a pris 2 années complètes pour l'écrire et puis 1 année pour le retravailler, si bien que, au fil du temps, je voyais de mieux en mieux où j'allais dans mon histoire. Du coup, les recherches sont beaucoup plus fines, et du coup aussi les témoignages ou ce que je pouvais retrouver ou recouper a été plus abondant. Mais enfin. Et alors tu as retravaillé certains passages, peut-être. En fait, j'ai eu un bol monstrueux parce que c'était chaque fois bon. Ah ben voilà, donc c'est bien. Donc apparemment j'étais raccord avec mon sujet. Ouais. Oui, parce qu'il y a des choses quand même assez précises. Et on va d'abord peut-être camper d'abord si tu veux, un peu le début du livre. On est donc dans les années 1850. 1868. Voilà. Et donc il y a 2 personnages, mais là tu peux peut-être amorcer l'intrigue, le récit. Ok, donc en fait, il y a une chef de village qui accouche de jumelles, mais donc elle n'avait pas vraiment prévu d'accoucher de jumelles. Et dès le début, elle rejette complètement une des deux parce que l'énergie qu'elle dégage ne lui plaît pas. Et il y en a une autre, la deuxième par contre, qu'elle aime beaucoup. Donc Zaya, qui va être celle qui est rejetée, va se retrouver chez sa grand-mère, à vivre vraiment avec sa grand-mère. Elles vivent tout le monde vit dans le village, hein, mais voilà, celle-là, entre la mère et la fille, ça passe pas du tout. Et cette grand-mère, elle est Nganga, donc il n'y a pas beaucoup de vocabulaire du congolais, mais bon, ça voilà. Et elle est chamane, à la fois guérisseuse. Et les 2 petites filles vont se retrouver, enfin les 2 bébés, et puis qui vont évoluer, vont se retrouver héritières des pouvoirs de cette grand-mère. Zaya
va prendre le rôle de chamane et Aria va prendre le rôle de guérisseuse, en fait. C'est ça. Alors, on reviendra sur peut-être la subtilité entre sorcier et chaman, parce que, bon, j'avoue, je ne suis pas non plus un spécialiste de ça, et donc parfois j'étais peut-être un tout petit peu perdu au début, mais après ça se clarifie, mais bon, voilà. Mais je voulais quand même qu'on revienne sur ces deux personnalités de Aria et Zaya, donc les deux sœurs, de jumelles. Alors, peut-être intéressant de dire simplement les différences qu'il y a entre elles, outre peut-être le fait que, vous l'aurez peut-être remarqué, Aria, le premier nom, le nom commence par un A et Zaya par Z. Donc il y a une sorte de cycle. Il y a une boucle, oui. Oui, c'est ça. Mais Finalement, quelles sont les différences entre ces deux personnages? Elles sont complémentaires. elles sont absolument complémentaires, j'allais dire. À deux, elles en font une complète, mais si ce n'est qu'elles sont déjà très complètes l'une et l'autre. Donc à deux, elles en font une super complète. C'est là, super. Et peut-être dire pourquoi Zaya est rejetée par sa mère. Zaya est rejetée parce que c'est la première qui sort et elle voulait un fils, la mère, et elle a eu une fille. La première qui est sortie est une fille et ça lui a pas plu du tout, tandis que la deuxième, oui, c'était aussi une fille, ça c'était moins un souci. Et donc elle a porté toute sa déception sur le fait que la première n'était pas un prince comme elle espérait, mais c'était une fille. Pas de chance. Alors, parce que finalement, on est ici dans une société très féminine, c'est ce qui peut-être ce qu'on retient aussi surtout du premier volume, parce que le deuxième volume, on y reviendra, mais on change, on bascule avec la colonisation et dans un monde d'hommes, finalement, d'une certaine façon. Les femmes colonisent moins que les hommes, oui. Voilà. Ah, oui. Et donc, il est souvent question, je disais tout à l'heure, de sorcier, de chaman. Étant donné ici que Zaya serait plutôt, si j'ai bien compris, la sorcière, en tout cas celle qui est en contact avec des ancêtres, les étoiles, et puis Aria, plutôt la chamane. Ok, c'est pas ça. Bon. Non, mais c'est complexe. Non. Donc, c'est bien Zaya est chamane et Aria est guérisseuse. En fait, c'est du vocabulaire français, chamane et sorcière. Mais ce que j'ai voulu porter là-dedans, c'est que la chamane, c'est vraiment celle vers qui tout le monde vient, tout le village vient pour avoir les conseils des ancêtres, pour avoir les conseils, est-ce que les récoltes vont être bonnes, enfin voilà, c'est tout azimut, il y a ce côté-là. La guérisseuse, c'est celle qui maîtrise les plantes, etc. Il faut savoir que les enfants trisomiques, les jumeaux, toutes les étrangetés de la nature sont vécues avec énormément de superstitions. Et donc, on a tendance à condamner ces enfants-là et à les traiter de sorciers. Et là, sorcier, c'est vraiment... ça va attirer le mauvais œil, tout le malheur va être sur le village, on va mourir de faim, ça va nous enlever nos enfants, etc. Et donc, ce que la mère aimerait bien, c'est que la fille qu'elle rejette soit considérée comme une sorcière et pas comme une chamane qui détient en plus, tout le monde se rend compte très très vite, ces deux filles apprennent très vite de leur grand-mère et elles ne dépassent pas le maître, mais en tout cas, on sent dès le début qu'elles vont être hyper balèzes dans leur domaine toutes les deux. Tant que la grand-mère est là, c'est elle, la chef de village, tout va bien. Mais la mère, elle aimerait bien reprendre le rôle de chef de village, mais elle n'a aucun pouvoir, justement, spéciaux qui pourraient attirer ça. Parce que c'est son mari qui était de la lignée de la grand-mère, mais lui, il a eu un accident de chasse assez malheureux, et voilà, il n'est plus de ce monde.
Alors, effectivement, tu travailles beaucoup sur toutes ces cérémonies initiatiques, d'initiation, de travail avec les esprits, avec les étoiles. Donc vraiment ces règles au sein de ces sociétés-là. Là aussi, la documentation est partie du livre de Van Reybrouck, ou bien là tu as été pioché vraiment, ou alors peut-être aussi des dialogues avec... Oui, là on est beaucoup plus... pour tout. Parce que c'est fort, je veux dire, c'est détaillé. Il y a aussi il y a du travail sur les pratiques. Tout à fait. Donc par rapport à ça, il y a des pratiques ancestrales, donc il y a des choses qui se pratiquent encore, et donc là, on pouvait trouver de la documentation sur des choses qui se faisaient depuis longtemps, et par des témoignages effectivement africains, contemporains, ou on leur a raconté, enfin voilà, ou des témoignages plus anciens, et dans les témoignages de comment les Français ou les Belges ou d'autres ont vécu ce qu'ils ont vu. Donc ça, c'était chouette aussi de croiser les deux regards, et puis d'imaginer, voilà. Ma maman me disait que Ariane, quand elle ne sait pas, elle l'invente, voilà. Donc on bouche un peu les trous, c'est un peu le boulot du romancier aussi. Donc, bien sûr. Voilà. Alors, je disais effectivement qu'il y a des choses quand même spécifiques. Et, alors, justement, spécialiste des plantes, des simples, donc ça, c'est plutôt Aria. Et alors, à un moment, elle utilise le tabernante iboga. Hein, ça, il faut quand même aller le piocher, ça. Il faut... Mais ça... Tu me disais que ça, c'était... Ça, je vois bien, oui, c'est très précis. J'ai acheté quelques bouquins, et donc un bouquin que je vous recommande si ça vous intéresse, c'est la Bible du chamanisme, Marabout. Et donc, cet arbre-là, avec cette poudre-là, on la trouvera là-bas. Le tabernante iboga. Donc, merci de le dire, parce que je serais incapable de le répéter toute seule de mémoire. Alors, bon, on l'a compris, il y a beaucoup de choses qui se passent, bien sûr. C'est une épopée, donc il y a beaucoup d'initiations, de rencontres, de personnages aussi qui interviennent. Roman sur la filiation, sur la transmission en tout cas, mais aussi sur l'amour, sur la tolérance. Et là, on peut peut-être basculer vers le deuxième volume, le deuxième tome, où on est là au début de la colonisation. Oui. Donc c'est là qu'on se rend compte que c'est difficile de parler d'un livre de 700 pages. Exactement, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et c'est là que, même si au début j'étais pas très emballée, quand mon éditrice a dit il y a tellement de pages, on va faire 2 tomes, je dis ah non, c'est une seule histoire, on fait un seul tome. Elle me dit mais imagine les gens dans leur lit. C'est pas possible, ils vont avoir mal, ils vont attraper des tendinites, ils peuvent pas embarquer leur livre dans le train. Enfin, ok, on va faire 2 tomes. En plus, tu vas avoir 2 couvertures, sois contente. Je dis ok, ça va. Et effectivement, avec le deuxième volet, là, on a les Belges qui débarquent, si on peut dire comme ça. Mais dans ce village, au fin fond du Kasaï oriental, les 2 Belges qui arrivent, voilà, ils sont déjà en Afrique depuis un certain temps, enfin depuis quelques mois. Ils sont tombés complètement amoureux de ce pays. Et il y en a un des 2 qui a rêvé d'être cartographe et donc qui s'est avancé dans les terres pour cartographier parce qu'à l'époque, sur la map monde, il y a une grosse plaque blanche, en fait. C'est pas du tout cartographié, toute cette partie-là de l'Afrique. Et du coup, lui, son ambition, c'est ça. Et puis, il y a voilà, Augustin. Et puis, il y a son copain Fernand. C'est un peu les inséparables qui... oui. Non, mais... Vas-y. Il y a là, en fait, la forme de césure entre les deux volumes est intéressante dans le sens où il y a là aussi une sorte de pendant de la relation, même s'ils ne sont pas frères, mais de Aria et Zaya, et des 2 personnages masculins qui ouvrent le deuxième volume, qui sont eux belges, qui
tout de suite, on comprend aussi l'opposition entre l'oralité, la société de l'oralité de Arya et Zaya, et la société plutôt justement cartographiée, papier d'Augustin et Fernand. Ouais, ouais, ouais. Donc là, il y a une sorte de symétrie, et je pense que c'est un... De symétrie, et au bout du compte, ils forment un carré. C'est ça, oui, voilà. Ils fonctionnent bien ensemble, dans un esprit d'échange, de fascination, de culture, de la culture de l'autre, dans un sens comme dans l'autre. Donc il y a vraiment un partage d'Augustin qui joue un peu au professeur pour tous les enfants du village. Mais qui est un peu le doux rêveur aussi. Complètement. Comme l'est finalement un petit peu Zaya. Comme les Zaya, oui. Alors que le complice, enfin le Fernand, lui, il a plus de bouteilles, il est plus réaliste. Et, plus terre à terre, comme l'est peut-être plutôt Arya aussi. Tout à fait. Donc là, il y a une sorte d'échange, de croisement, de ce qu'on appelle de chiasme entre les personnages, qui me semble assez intéressant et qui donne justement cette intensité dans l'écriture entre le passage finalement de l'oralité à une forme de transcription qui est là, du coup, le début de la colonisation et de tout ce que ça implique, quoi. Alors, ça commence très en douceur, hein, oui, en termes de colonisation, et puis après, ça dérape un peu. Oui. Mais voilà, donc c'est aussi cet aspect évidemment historique que tu as voulu mettre en avant, surtout dans le deuxième volume, bien sûr. Oui, tout à fait, puisque là, on retrouve Stanley, on retrouve Léopold II. Voilà, donc il y a la petite histoire de Arya et Zaya, et même d'Alexandre et Fernand, qui vient croiser. Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'ils sont avec l'équipe. C'est ça. Ils sont avec l'équipe de Stanley avant la colonisation. Puisque finalement, c'est un rêve d'enfant pour Augustin, comme pour Fernand, de pouvoir être explorateur. Oui. Et finalement, ils y arrivent, mais avec les désenchantements qu'on imagine. Je voulais vous lire, si tu permets, un petit extrait au début, volume 2. L'enthousiasme qui avait porté Augustin d'Anvers à Liverpool était de l'ordre d'un rêve d'enfant qui voulait être explorateur quand il serait grand. Au moment où il était monté sur le bateau qui le mènerait en Afrique centrale, au terme de 2 mois de traversée, il avait compris que ce n'était pas un jeu et que l'aventure avait démarré pour de bon. C'était quand la couleur de l'eau avait commencé à changer qu'il était tombé définitivement amoureux. Il n'était plus question de bleu-azur, turquoise ou grisé, selon les moments de la journée. Le jaune, l'ocre et le rouille avaient commencé à se confondre avec le bleu de l'océan, puis à prendre toute la place. Le fleuve Congo se jetait dans l'Atlantique avec une telle force qu'il changeait la couleur de son eau sur des centaines de kilomètres. Cela va durer 3 jours et Augustin, fasciné, n'avait plus quitté le pont du navire afin d'observer chaque changement, chaque nuance. Tantôt devant pour admirer les nouvelles teintes, tantôt derrière pour les voir se mélanger avec les anciennes grâces à la rotation de l'hélice. Voilà, c'est juste pour donner un mouvement, le mouvement de l'écriture aussi d'Ariane Payen, parce que il me semble, et voilà, en relisant cet extrait, que même dans l'écriture, même si tu n'as pas voulu qu'il y ait deux volumes, mais finalement je trouve ça pas si mal que ça. On en parlera peut-être, mais effectivement, parce que même dans le flux de l'écriture, il me semble qu'il y a une nuance. Okay. Il y a deux mouvements différents. En fait, je me suis embarquée avec une conteuse en jeu. Donc c'est Zaya qui raconte son histoire. Donc dans la première partie, on est vraiment collé à elle très très fort. Alors bon, un narrateur en jeu, suivant le point de vue qu'on lui donne, mais ça je ne vais pas vous dévoiler, a plus ou moins accès à... Il peut lui aussi raconter des histoires qui concernent d'autres personnes. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on peut se retrouver avec des longs passages en il ou elle, même si c'est un jeu qui raconte, puisque suivant le point de vue qu'il a, il peut raconter
le point de vue de quelqu'un d'autre, où le jeu va être plus en retrait, en fait. Voilà. Mais donc c'est comique parce que tu le formules d'une autre façon. Mais pour moi, ça a été un casse-tête aussi de m'embarquer avec un jeu dans une histoire pareille, comme narrateur. Oui, parce qu'il faut le tenir. Ah ben, il faut le tenir jusqu'au bout. Il faut le tenir, c'est oui, ça, oui, voilà. Oui. Mais donc voilà, il me semblait qu'il y avait justement une sorte de petit basculement à partir évidemment de la rencontre, et sans doute que ça se joue à ce niveau-là aussi. Mais bon, on peut quand même aussi revenir sur le titre, Sitatunga, sans dévoiler peut-être... oui, non. Voilà. On va pas tout spoiler. On va pas tout spoiler, évidemment, mais on peut quand même dire un mot sur le titre. Donc en fait, quand j'ai envoyé en un seul volume mon manuscrit... C'était un gros PDF. Oui, mais un PDF, c'est jamais qu'un PDF. Hop, voilà. C'est vrai, oui. qui est 300 pages ou 700, ça ne change pas grand-chose. Et donc, le titre était « L'âme en feu ». Voilà, ça c'était le titre comme ça a été envoyé. Le comité de lecture, dans les fiches de lecture, est-ce un titre OK? Oui, c'est un titre OK. Donc ça devait être L'âme en feu. Et puis la graphiste qui a travaillé sur les couvertures, qui est beaucoup plus jeune que nous, on peut le dire, hein, Yasmina, elle avait tout lu, vraiment avec en tête qu'elle allait devoir faire les couvertures. Donc elle avait eu une lecture très spécifique. Et elle dit, moi, je suis un petit peu déçue par le titre. Donc, je me souviens vraiment, on était Covid et tout, en visioconférence, on était toutes les trois là. Et Yasmina et moi, on a fait une tête. On parle volontiers toutes les deux, mais là, on est resté un peu, ah bon, qu'est-ce qui ne te va pas pour le titre? Elle dit, il n'y a pas l'Afrique, il n'y a pas l'ésotérisme, enfin, il manque quelque chose. Alors, on s'est dit, OK, Zaya, OK, parce que c'est l'héroïne, et puis en même temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a Ribéry, le footballeur, qui avait eu une aventure un peu malheureuse avec une certaine Zaya, donc je trouvais ça pas très judicieux. Et puis, ça n'amenait pas suffisamment. Et puis alors, Yasmina, vous voyez, ça cogitait, ça fumait. Et elle dit, mais il y a une histoire d'arbre à tanga, parce que tu as pris un autre arbre. Mais, oui. Et l'arbre à tanga, c'est effectivement, il y a beaucoup de passages, enfin j'ai beaucoup d'affection pour cet arbre, que aussi j'ai imaginé dans ma tête, même si c'est une sorte d'arbre qui existe. Mais ça n'allait pas pour toute l'histoire, en fait. Voilà, ça allait bien pour 200 pages sur les 750. Du coup, ça ne m'allait pas encore. Et puis là, c'est Yasmina qui dit « Sitatunga ». Là, je vois la graphiste, elle avait l'air OK. Et là, c'est moi, ça a été un énorme blanc. Et puis j'ai dit Sitatunga, c'est comme si tu écrivais 2 fois Ariane Payen sur la couverture, puisque c'est mon totem chez les guides, en fait. Et effectivement, c'est une antilope africaine, mais donc c'est comme ça qu'on est arrivé à Sitatunga, et qu'on a L'âme en feu, qui est le titre du tome 2, et mon titre de travail, sur tous mes fichiers, c'était L'âme africaine. Donc j'ai eu tous mes titres, en fait. Voilà. En fait, je suis gagnante. Je râle avec ces 2 volumes, mais maintenant, je râle de moins en moins, parce que ça valait vraiment la peine, en fait. Alors bien sûr, évidemment, les volumes sont disponibles ici et Ariane se fera un plaisir de les dédicacer, évidemment, après le repas, puisqu'on s'achemine tout doucement vers le repas. Peut-être encore un petit mot par rapport à Zaya. Finalement, elle se sent à un moment vraiment prise entre 2 feux. Qu'est-ce qui finalement la motive, elle, quand elle rencontre Augustin, ou vers quoi qu'est-ce qui change le plus pour elle? Je pense que comme elle hérite quand même du plus gros des pouvoirs de la grand-mère, elle se retrouve avec une responsabilité et sur les épaules abyssale. Et c'est une gamine. Elle a 12 ans quand sa grand-mère... Elle se rend compte de ce qu'elle reçoit. Et donc, à 12 ans, est-ce qu'on peut être chef de village? À 12 ans, donc non, bien sûr que non. Avec en plus une relation extrêmement difficile à la mère, qui va essayer de récupérer un maximum. C'est vraiment très compliqué. Donc, quand Augustin arrive,
il y a quelque chose de léger dans sa vie, enfin, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut enseigner, qui apprend d'autres choses, donc il y a une ouverture sur plein de choses. Et oui, elle découvre, après, il y a une histoire amoureuse, donc là, il y a tout qui change pour elle. Et donc, je pense que ça amène à la fois la légèreté, enfin, c'est paradoxal, parce qu'à la fois, elle devient une grande fille, puisqu'elle a elle aussi un amoureux, et en même temps, c'est plus léger, parce qu'elle peut partager, parce qu'il y a une ouverture, parce qu'elle est plus comme tout le monde, quelque part. Elle a été tellement stigmatisée depuis toujours comme étant exceptionnelle, mais pas spécialement positivement exceptionnelle, que là, elle devient normale avec tout le côté agréable que ça peut être à un moment donné aussi. Et c'est ça. Et effectivement, le personnage d'Augustin est le pendant à ce moment-là, peut-être ce dont elle avait besoin aussi à ce moment-là. Oui, tout à fait. Alors voilà, évidemment, vous avez bien compris qu'on a ici survolé le fleuve païen. Mais il y a beaucoup de choses et je vous invite vraiment à plonger dans ce roman. Mais peut-être quand même avant de finir, est-ce que, voilà, maintenant il est là, il existe, les 2 volumes sont là. Est-ce qu'il y a déjà de nouvelles envies, de nouvelles idées? Parce qu'en général, j'ai l'habitude d'interviewer des auteurs, et une fois que le bouquin est fait, on me le dit souvent, une fois que le bouquin est terminé et fait, il y a un petit temps de relâche, mais il y a déjà des choses qui... Donc, moi j'ai un grand problème dans la vie, c'est que la feuille blanche, ça n'existe pas, et que j'ai trop d'idées par rapport à mon espérance de vie, même si j'espère vraiment vivre encore très longtemps. Du coup, j'ai déjà un roman qui est là en phase de retravail, dont Yasmina a lu la première mouture et m'a dit oui, je prends. J'ai dit mais il faut retravailler, oui, mais je prends quand même, qui n'a absolument rien à voir, puisque là ça se passe dans un village entre un zoo, un home et le café de l'église. Voilà, donc un peu rien à voir, c'est un roman choral. Et puis il y en a 2 autres qui sont déjà écrits à moitié en premier jet. Un sur famille recomposée et un autre sur en fait une fille qui se réveille à 51 ans le jour de son anniversaire. Et elle est balance et elle en a marre d'être balance, elle en a marre d'être gentille, elle en a marre d'être dans cette espèce d'équilibre pas possible à trouver. Et elle a décidé qu'à partir de ce matin-là, elle allait passer Scorpion, puisque Scorpion, c'est son ascendant. Et donc voilà, donc ça j'ai écrit aussi à peu près la moitié de l'histoire. Donc il y a du en cours. Il y a du en cours. Il y a du en cours, eh bien on suivra tout ça effectivement avec attention, mais en attendant, voilà, Sitatunga vous attend. Et oui, alors si vous avez une question, effectivement, les questions sont prévues en fait après le repas, mais allez-y, vous pouvez déjà... Elle la garde, elle la garde. Vous la gardez? Vous la gardez au frais, parfait. Très bien. Mais comme ça, on en aura de toute façon une après le repas, c'est parfait. Voilà, merci à vous, bon appétit, puis on se retrouve donc après au moment du dessert pour l'échange avec Ariane. Merci. Maison de